Peut-on faire confiance au contenu qui circule sur Internet ? Comment savoir si telle ou telle vidéo est fondée sur des arguments vérifiables ou bien si elle ne fait que colporter de fausses informations ? Comment faire marcher son esprit critique sur le web quand on est encore à l'école ou au collège ? Peut-on faire confiance aux tutos ? C'est la question que nous nous sommes posée à l'occasion de la première édition du TutoFest, le festival des tutos au Quai des Savoirs à Toulouse. Cette question, nous l'avons posée à 3 chercheurs en sciences sociales, Franck Amadieu, Cécile Rénal et Gilles Sahu, lors d'une table ronde animée par Sophie Arutunian. Peut-on faire confiance aux tutos ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Bonjour à tous et bienvenue sur cette première table ronde qui est intitulée « Faut-il faire confiance aux tutos ?» et qu'on aurait pu appeler aussi plus globalement quel esprit critique face au contenu du web ? Parce qu'en fait, c'est pas si facile de trouver que ça, de trouver des chercheurs qui se sont penchés sur la question des tutos, puisque le tuto tel qu'on l'entend, c'est-à-dire une vidéo sur YouTube qui nous permet d'apprendre à faire quelque chose, finalement n'est pas encore un objet de recherche à proprement parler. C'est très massif comme phénomène, mais c'est aussi très récent. En revanche, vous verrez que nos 3 invités se sont penchés sur une question intéressante, celle de la confiance que l'on accorde ou pas à un contenu informatif sur Internet. Fait-on confiance aux vidéos parce qu'on fait confiance aux vidéastes ? Est-ce qu'on fait confiance aux vidéos parce qu'elles sont bien notées ? Est-ce que les jeunes vérifient les infos qu'ils trouvent dans les vidéos ? Quelle place pour l'esprit critique face à tous ces contenus ? On a la chance de pouvoir en discuter aujourd'hui avec 2 chercheurs et une chercheuse. Franck Amadieu, à gauche de la table. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire Cognition, Langue, Langage, Ergonomie à Toulouse. À côté de vous, Cécile Rénal, doctorante au laboratoire d'études et de recherche appliquées en sciences sociales et au centre d'études et de recherche en information-communication de l'université Paul Valéry de Montpellier. Bienvenue. Et enfin, Gilles Sahu, chercheur au laboratoire d'études et de recherche appliquée en sciences sociales à Toulouse. Bienvenue à tous les 3. Je vous propose que vous puissiez chacun vous présenter et puis nous présenter aussi vos recherches passées ou en cours qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui. Évidemment, chacun d'entre vous pourra réagir aux propos de ses confrères ou consoeurs. On gardera quelques minutes aussi pour vos questions. N'hésitez pas du coup à en préparer puis à les garder pour la fin de la table ronde. Et puis on va commencer tout de suite. Du coup, je propose qu'on commence par vous, Gilles Sahu, puisque vous vous êtes intéressé à pourquoi et comment on accorde sa confiance à un contenu. Et finalement, vous avez conclu qu'on n'agit pas de manière très rationnelle. Pas toujours. Pas toujours. Disons que qu'est-ce que ça serait une évaluation rationnel de la crédibilité d'information. Il y aurait 2 niveaux en quelque sorte d'analyse. Le premier niveau, ce serait celui de l'information elle-même, du contenu, où on évaluerait donc la plausibilité d'information, son actualité, est-ce que c'est récent ou au contraire périmé, sa cohérence interne. Et puis on irait éventuellement vérifier les informations dont on douterait. Et il y aura un second niveau qui serait plus là au niveau de la source, avec 2 critères principaux qui seraient l'un, l'expertise de la source. Est-ce que la source finalement s'y connaît dans le contenu ? Et donc là on serait attentif à la profession, les titres, les diplômes, etc. Et puis il y aura un deuxième sous-critère qui serait les intentions de la source. Est-ce que la source a l'intention de dire le vrai ou en tout cas ce qu'elle pense être vrai et elle s'interdit de manipuler, donc finalement de désinformer. Voilà. Donc ça c'est un petit peu la modélisation, on va dire, idéale de l'évaluation critique de l'information. Dans la pratique, on se rend compte que cette démarche-là, elle est rarement mise en œuvre parce qu'elle est très coûteuse. On doit passer beaucoup de temps, de ressources cognitives pour mettre en œuvre cette démarche. Donc, on est trop feignant, en fait, pour faire ça. Un peu, très souvent. C'est-à-dire, il y a des tas de variables possibles liées à la situation, aux enjeux, etc. Si l'enjeu est très fort, on va faire plus d'efforts. Mais voilà, donc généralement on procède de manière beaucoup plus rapide avec des jugements instantanés, intuitifs, qu'on appelle souvent, là, des heuristiques, et alors qui peuvent être de plusieurs types. On a constaté, donc ça a de nombreuses études qui montrent qu'il y a un effet fort du visuel, c'est-à-dire vraiment de l'esthétique du site. Alors ça peut s'appliquer aussi éventuellement aux vidéos, la qualité graphique, tous ces éléments-là. Ça a un effet très fort sur la crédibilité de l'information.
dans un sens positif ou dans un sens négatif. C'est-à-dire que quelque chose qui est mal fait, on va s'empresser de le rejeter sans aller profondément dans le contenu informationnel. Autre chose qui joue aussi, c'est pour les jeunes, alors ça semble assez spécifique aux jeunes, c'est une assimilation de la quantité à la qualité et à la crédibilité de l'information. C'est-à-dire que quand ils trouvent un site où il y a beaucoup d'informations, ça va avoir une espèce d'effet sur eux où ils vont se dire oui, c'est crédible parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a encore les facteurs de réputation. Réputation qui peut être visible par le biais des likes, du nombre de partages, des commentaires aussi, qu'on retrouve beaucoup sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux numériques aussi, et une réputation qui peut provenir aussi des discours entendus, discours d'autres jeunes, discours des parents, discours des enseignants. Moi, j'ai étudié ça de manière plus approfondie sur Wikipédia, par exemple, où on a une transmission assez forte des opinions négatives des enseignants, surtout à partir du lycée, et auxquels les élèves majoritairement adhèrent. C'est-à-dire que Wikipédia, ça n'a pas bonne réputation auprès du prof, donc je vais, dans un cadre scolaire au moins, éviter de l'utiliser. Et après, je vais tout à fait pouvoir l'utiliser dans un cadre privé, par contre. Donc il y a une forme de dissociation aussi qui existe à ce niveau-là entre le travail scolaire et puis tout ce qui est la sphère plus des loisirs. Et puis enfin, autre facteur qui va jouer aussi beaucoup, c'est la familiarité avec la source. C'est-à-dire qu'une source que l'on a l'habitude de consulter, finalement, elle a notre confiance et on ne se pose plus tellement la question de la crédibilité d'information. C'est-à-dire on fait confiance et puis on peut se concentrer sur le contenu informationnel. Et ça, c'est un peu comme avec n'importe quel média que l'on peut consulter. Finalement, quand on est habitué à lire un journal, on ne l'interroge plus vraiment. C'est exactement la même chose, tout à fait. Le journal télévisé, certaines personnes disent le journal télévisé, voilà. Je l'accepte, je suis dans une relation de confiance, je ne m'interroge pas, sauf quand il y a des écarts par rapport à la norme, mais sinon, je ne m'interroge pas sur la validité du contenu. Voilà. Vous évoquez, il me semble, dans vos travaux, la question des biais de confirmation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie ? C'est un concept qui est assez connu des personnes qui s'intéressent à l'esprit critique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, biais de confirmation ? Alors, le biais de confirmation, ça sera le fait qu'on acceptera plus volontiers des informations qui confortent nos opinions, nos croyances, que des informations qui vont venir contredire nos opinions, nos croyances. Et on aura tendance à accorder du crédit, de la confiance à une source qui reflète nos opinions et à rejeter plutôt des sources qui vont aller à l'encontre de nos opinions, même si l'argumentation est tout à fait logique, tout à fait cohérente. Même si la source de l'information nous paraît crédible, si elle ne conforte pas nos opinions, on a tendance à la mettre en question. C'est pour ça qu'on appelle ça un biais, parce qu'il y a un décalage par rapport à l'idéal de rationalité, évidemment. Mais oui, ça c'est attesté. Alors c'est attesté... Maintenant, ça ressort beaucoup parce que il y a toutes ces questions de théorie du complot, etc., de fake news. Mais ça a été attesté dans des domaines qui sont très rationalisés, comme la justice, la médecine, la science en général. On a trouvé aussi des traces de ce biais de confirmation. Donc, il est quand même très ancré dans l'esprit humain. Donc, on n'est pas, forcément rationnel face à... Quand on reçoit une information, dans notre jugement, en tout cas, c'est normal, on n'est pas des machines. On n'est pas... ce que je redis, c'est que ça dépend des situations. Après, ça dépend aussi des compétences que l'on a. Ça dépend de la situation de communication, du temps que l'on a aussi. Voilà, de ce genre de facteurs. Donc, c'est très variable, en fait. Franck Amadieu, vous avez aussi travaillé avec des jeunes dans une expérience avec des jeunes de 5e, je crois, autour de la thématique de l'esprit critique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vos recherches et que donnent ces expériences ? Oui, alors, donc c'est un projet de recherche qu'on mène qui s'appelle un projet d'IMED avec Armelle Vialard qui est dans la salle, inspectrice d'académie. Donc c'est un projet qui est mené auprès de 6 établissements, auprès de 5e. Et notre question, en gros, c'est de savoir dans quelle mesure les élèves sont critiques face à des vidéos relatives à des questions socialement vives. Donc, vous allez trouver des arguments pour et contre une question, une problématique. L'objectif, c'est de voir dans quelle mesure les élèves sont capables d'être critiques par rapport aux informations. Est-ce qu'ils sont capables d'identifier la nature des sources, que très bien expliqué Gilles, et est-ce que pédagogiquement, on peut trouver des activités pour les inciter à être davantage critiques ? Alors nous, nos résultats, en gros... Les premiers travaux ont montré qu'ils ne sont pas vraiment critiques.
Donc, en gros, ils sont assez passifs avec les vidéos, puisque là, si on revient sur la question des tutos, on s'aperçoit que les vidéos sont généralement lues une seule fois, voire une deuxième fois, mais de manière très linéaire, passive, c'est-à-dire qu'on ne revient pas sur les différents arguments de la vidéo. Donc les élèves subissent assez facilement la vidéo, et ensuite, quand on les interroge sur leur représentation de la question et leur positionnement par rapport à la question, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont très influencés par l'ensemble des arguments qu'ils ont vus. Alors a priori, ça peut être intéressant parce qu'on peut se dire, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, qui sont plus ou moins valides, plus ou moins fiables, plus ou moins crédibles. Mais en gros, l'élève modère tout d'un coup sa position de départ, contrairement au biais de confirmation qu'a évoqué Gilles, et qui est effectivement très fort, mais chez l'adulte. Et nous, on remarque que chez l'enfant, en fait, pour l'instant, c'est plutôt l'inverse. En gros, il a tendance à adhérer un peu à tout ce qui arrive. Et donc, ça pose des questions d'esprit critique. C'est-à-dire que si je balance n'importe quelle information à un enfant et qu'il adhère parce que, par exemple, il y a un critère d'autorité, parce que c'est un adulte qui le dit, indépendamment du statut de la personne, ça pose des questions d'esprit critique. Donc là, en ce moment, on teste des activités pédagogiques pour inciter les élèves à essayer d'être un peu plus vigilants, notamment sur la question de la source. Puisque, si je peux faire une parenthèse donc, sur ces résultats, on l'a répliqué au moins 2 fois, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les élèves sont capables de vous dire qu'un scientifique est plus fiable, plus crédible, qu'un expert du domaine au sens, dans notre cas on parle d'agriculture par exemple, donc on a fait venir des agriculteurs, enfin c'est des acteurs en fait qui jouent mais peu importe, et ils sont capables de dire oui le scientifique est un peu plus crédible que l'agriculteur, qui lui-même est beaucoup plus crédible que n'importe qui est interviewé dans la rue. Sauf que quand on les met face à des vraies vidéos où c'est un agriculteur ou un scientifique ou quelqu'un interviewé lambda, ben en fait on s'aperçoit que les arguments traités par les élèves sont traités au même niveau quasiment. C'est-à-dire que la source n'intervient pas dans la compréhension des arguments et dans l'adhésion des élèves à ces arguments. Donc ça pose des vraies questions. Donc c'est en gros le dernier qui a parlé qui a raison. Alors ça peut, parce que ça c'est des effets ce qu'on appelle de récence, c'est-à-dire que on adhère plus facilement à la dernière information qui a été entendue. Mais ça c'est des biais de disponibilité en mémoire, c'est-à-dire que quand on raisonne plus facilement sur ce qui est disponible en mémoire. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est ce qui est le plus frais en mémoire. Donc facilement je vais raisonner dessus. Mais en fait, ce qu'on retrouve quand même chez les élèves, c'est un peu de biais de confirmation tout de même. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y en avait pas, mais il y en a un petit peu quand on interroge les élèves à la fin, savoir quel est leur point de vue par rapport à la question qui est traitée. On s'aperçoit qu'ils ont tendance à juger plus crédibles les arguments qui étaient dans la vidéo, qui étaient en cohérence avec leur position de départ, à eux en tant qu'élèves. Et à la fin, ils ont tendance à rappeler plutôt les arguments qui sont en cohérence avec leur position de départ. Donc ça veut dire qu'il y a un biais de mémoire. Nous, du point de vue cognitif, parce que moi je suis en psychologie cognitive, c'est plutôt des problèmes de mémoire, c'est-à-dire qu'on a tendance à mémoriser ce qui vient confirmer, d'où le biais de confirmation, notre position de départ. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu as dit sur le biais de confirmation, oui, ça a été répliqué dans plein de situations, comme tu l'as dit. Et ce qui est très marrant, c'est que si vous voulez convaincre quelqu'un, il ne faut surtout pas lui démontrer qu'il a tort. C'est la dernière chose à faire si vous voulez convaincre quelqu'un. Il faut faire quoi alors ? Il faut lui demander d'expliquer son point de vue. C'est-à-dire qu'il faut partir d'une position modérée. Même si vous savez qu'il dit des énormités et que vous avez tous les arguments scientifiques du monde derrière, ça ne sert à rien. Vous voulez convaincre un platiste que la Terre est ronde, ça ne sert à rien de lui démontrer qu'elle est ronde. Il faut d'abord lui demander d'expliciter son point de vue et lui-même va mettre en avant finalement des faiblesses dans son raisonnement. Et c'est là-dessus que vous pouvez commencer à ramener les gens vers des choses un peu plus rationnelles, pour reprendre le terme. On parlait des biais de confirmation, mais je crois qu'il y a aussi un autre aspect qui influence énormément nos jugements, c'est l'émotion. Est-ce que vous avez noté ça aussi chez ces élèves ? Alors, dans notre étude, on a testé l'émotion, c'est-à-dire qu'on a fait varier le caractère émotionnel des arguments énoncés par les personnes. Alors, c'est une valence émotionnelle qu'on a introduite dans le discours, c'est-à-dire la personne rajoute de l'emphase et puis commence à pointer des choses qui seraient dramatiques pour les gens. Donc, il y a limite d'ailleurs de l'appel à la peur. Donc, on est sur ce point-là, mais ça n'a absolument eu aucun effet sur les élèves. Alors, une des explications pour nous, c'est peut-être parce que les questions socialement vives qu'on a attaquées avec les élèves, soyons clairs, c'est pas des questions qui les empêchent de dormir, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des questions qui les préoccupent au premier chef. Parce que par exemple, vous pouvez alors dire c'est vrai que j'aurais pu commencer par ça. Alors, on a 2 problématiques sur lesquelles on travaille, c'est de savoir si manger bio, c'est bon pour la santé et c'est bon pour l'environnement. Okay. On pourrait comme ça penser facilement, bien sûr que c'est bon pour la santé. Pas forcément. Il y a des études qui montrent que ça peut ne pas avoir d'impact.
d'autres arguments qui montrent que si, ça peut être bien au niveau nutritif, etc. Donc, on confronte comme ça les arguments pour montrer que les choses ne sont pas si simples et que c'est beaucoup plus complexe. Et l'autre problématique sur laquelle on travaille, c'est est-ce qu'on pourra nourrir la planète en 2050 avec les milliards d'habitants, avec uniquement de l'agriculture biologique. On peut comprendre que pour des élèves, ces questions-là, elles sont moins directes que des préoccupations quotidiennes qu'ils peuvent avoir. Donc, il n'y a pas de fort impact émotionnel. Oui, donc du coup, je me demande dans quelle mesure l'émotion ici, elle reste sans effet parce que ça ne les touche pas directement. En revanche, on sait que pour tout ce qui concerne les fake news et théories du complot, ça joue énormément la peur, la surprise. Oui. Le choc que peut représenter une information en général est vecteur de partage en fait. C'est pour ça qu'on partage l'info, c'est parce qu'elle a créé une émotion chez nous. Et j'imagine que les personnes qui du coup fabriquent les vidéos le savent très bien. Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous dire sur combien d'élèves est menée cette étude? Est-ce que c'est des collèges de Toulouse? Non, c'est des collèges. Enfin, si, il y en a un à Cugnot, on va dire pas loin. Il y en a deux dans le Gers, deux à Tarbes. Et j'en oublie un. Non, je regarde Armel, qui ne sait plus. Il y a 6 établissements dans la région et en gros, ça représente 650 élèves. Quand on s'est parlé pour préparer aussi cette table ronde, vous m'avez dit qu'il y avait des personnes qui étaient plus influençables que d'autres. Vous m'avez parlé de croyances binaires. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Alors, une chose qu'on essaie d'évaluer, même si ce n'est pas notre facteur principal, c'est ce qu'on appelle les croyances épistémiques. Les croyances épistémiques, en gros, pour faire court, c'est est-ce que vous êtes plutôt relativiste ou absolutiste? Un absolutiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va penser qu'il y a la vérité et il y a la non-vérité. Donc, c'est-à-dire, soit c'est vrai, soit c'est faux. Ça ne peut pas être un entre-deux. Donc, en gros, si vous pensez que les scientifiques ont raison, bah, vous avez tort. Donc, vous êtes un absolutiste. C'est-à-dire que les scientifiques, ils donnent des points de vue complexes avec des limites et des intérêts. Donc si vous pensez que le discours scientifique, il est multiple, qu'on peut avoir raison, on peut avoir tort, que selon l'angle data qu'on prend, selon l'approche qui est prise, selon les nouvelles connaissances qui émergent, on va remettre en question, vous êtes un relativiste. C'est-à-dire que vous acceptez en gros que les choses sont un peu plus complexes. Et plus vous êtes relativiste, plus vous avez cette vision élaborée du monde, je dirais. Et généralement, c'est beaucoup lié au niveau de connaissance qu'on a dans le domaine. C'est-à-dire, plus vous avez de connaissances dans un domaine, plus vous êtes relativiste. Et plus vous avez ce profil-là, et plus vous êtes critique. Moins vous avez ce profil relativiste, plus vous êtes absolutiste, et plus facilement vous tombez dans le dogme. Plus facilement vous adhérez à des discours quels qu'ils soient. On est plus sensible à l'argument émotionnel d'une info quand on est... Je pense, oui, parce que vous le remettez moins en question, puisque vous considérez que s'il y a certains critères, que ce qu'a très bien cité Gilles, enfin, un ensemble de facteurs qui peuvent expliquer l'adhésion, ou en tout cas l'évaluation de la fiabilité des informations, ben, si on a 2-3 critères qui sont validés, ça nous suffit, on ne va pas chercher à remettre en question l'information, puisqu'on considère que visiblement, c'est ça la vérité, donc il n'y a pas à chercher ailleurs. C'est souvent ce qu'on dit aussi aux jeunes quand on fait de l'éducation aux médias, c'est qu'il est très tentant de croire une fake news très spectaculaire, alors qu'en fait, la réalité est parfois beaucoup plus complexe et ennuyeuse. Donc, on a moins d'intérêt à s'intéresser à une vraie info qu'à une fake news qui provoque chez nous quelque chose de beaucoup plus intense. Cécile Rénal, on en vient à vous. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre métier et l'objet de vos recherches? Alors, mon métier, je suis formatrice à l'INSPE de Montpellier. Je forme les professeurs documentalistes. Mon projet de recherche, parce qu'elle est encore en cours... Vous faites une thèse. Je fais une thèse sur les pratiques d'évaluation juvénile concernant les médias sociaux et plus particulièrement YouTube. Donc où j'en suis à l'heure actuelle, je suis sur l'analyse quantitative, donc j'ai un échantillon à l'heure actuelle de l'ordre de 550-600 jeunes entre 11 et 18 ans interrogés. Collège, non? Collège et lycée. Ouais. Bon, comme je suis enseignante, hein, donc mon but ultime, s'il y en a un, ou il y en a plusieurs, c'est bien de savoir comment réagir, enfin comment leur proposer une éducation aux médias et à l'information, développer leur esprit critique cohérente par rapport à leurs pratiques réelles, informelles, hein, puisque non académiques au départ.
Donc l'analyse quantitative a pour but de faire émerger leurs pratiques informationnelles sur les médias sociaux. C'est-à-dire que je me suis aperçue en allant observer des séances pédagogiques impliquant des professeurs documentalistes, notamment sur l'évaluation de l'information. Je me suis aperçue qu'ils avaient des pratiques qui variaient selon le média social qu'ils interrogeaient. Et en ce qui concerne l'évaluation de l'information, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait tiquer et qui m'a donné un point de départ dans ma recherche. C'est qu'après une séance en lycée, ça se passait en lycée en seconde, avec un professeur documentaliste, la séance était très bien, enfin une pédagogie active, les élèves étaient très impliqués, il y avait une pédagogie de projet, donc ils avaient appris, on les avait mis en condition d'évaluer 3 sites différents. On leur avait fait, non pas appliquer une grille, qui a peu d'effet, mais plutôt essayer de réfléchir à une démarche pour essayer de vérifier l'information sur ces 3 sites différents. Tout s'était bien passé. À la fin du cours, le professeur documentaliste a demandé aux élèves d'accord, alors vous avez bien compris, parce qu'il y avait eu plein d'interactions qui montraient que c'était bien compris. Mais alors maintenant, vous êtes prêts à évaluer toutes les informations que vous allez trouver. Et là, les élèves se sont retournés vers elle. Ils ont dit non. Je me suis dit c'est bien dommage. Donc en fait, l'approche, c'est vraiment de dire, mon approche en tout cas, ça a été de percevoir quel type d'information ils recherchent avec quel média social et à quel moment et pour quel type d'information ils vont ressentir un besoin de vérifier cette information. Vous avez déjà des premiers résultats du coup de ces deux questions ? Alors oui, j'ai des résultats. Donc alors ce qu'il en est, c'est que si on considère YouTube, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Donc ils vont ressentir le besoin de vérifier l'information. Enfin déjà, il y en a 38% qui ressentent le besoin de vérifier l'information, mais c'est très global, donc ça veut pas dire grand-chose, ça veut dire, mais ils sont quand même conscients. Après, mon analyse quantitative, par définition, c'est du déclaratif. Donc oui, c'est du déclaratif. Donc quand on leur demande quels sont les critères qu'ils utilisent, ils citent tout ce qui a trait à la source et à l'auteur. Ils en sont conscients, apparemment. Ils le déclarent. Après, quand on pose des questions plus ouvertes, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'ils font pour valider l'information ? C'est qu'ils appliquent en majeure partie... Enfin, le pourcentage le plus important consiste en la validation croisée, c'est-à-dire qu'ils vont chercher sur plusieurs sites quand une information leur paraît soit surprenante, soit c'est une information qui les intéresse et qui les interpelle, enfin, qui leur paraît douteuse, soit c'est une information qui relève d'une recherche scolaire. Donc c'est vraiment des cas spécifiques. Et donc là, ils vont mettre en place une démarche de validation. Donc validation croisée de prime abord, en premier lieu. Après, ils citent la validation sur des sources officielles, donc, ou des sources qu'ils connaissent. Donc il faut voir là, il faut creuser un peu plus, c'est la limite du quanti. Et après, ils citent aussi la validation par leur entourage, qui est très importante. Et à partir du moment où eux-mêmes n'ont pas les connaissances, bien sûr, et que leur entourage ne les a pas non plus, c'est là où il va en rentrer en ligne de compte ce qu'on appelle les signaux sociaux. C'est-à-dire toutes les interactions qui existent et qui sont perceptibles et visuelles sur les plateformes numériques, qui sont de l'ordre des likes, des dislikes, des annotations incrustées dans la vidéo, des commentaires, des nombres de vues, etc. Donc, ça veut dire que quand ils sont désœuvrés, en fait, ils vont s'appuyer, ils vont relayer leurs critères de pertinence, les critères de pertinence qu'ils peuvent avoir sur l'actualité, sur la pertinence par rapport à leur sujet, etc., etc. Ils vont les relayer apparemment par des critères socio-affectifs, puisqu'on sait que ces plateformes numériques jouent beaucoup avec les émotions pour capter leur attention. Donc ça paraît quand même assez intéressant d'aller creuser. Donc c'est pour ça que dans un second temps, je vais faire une analyse qualitative qui va démarrer en janvier. Parce que ce qui a émergé aussi, c'est que c'est très, très contextualisé, très diversifié en fonction des élèves, donc éminemment complexe. Donc, et qu'il y a des différences quand un besoin d'information est défini et quand un besoin d'information est non défini. C'est-à-dire que pour les tutoriels, par exemple, quelqu'un va chercher un tutoriel pour faire une action. Très précise. Très précise. Donc là, il y a une démarche particulière. S'il cherche un tutoriel juste pour apprendre et se cultiver,
Il n'y a pas une action précise au bout du compte. Donc là, la problématique de l'évaluation de l'information ne va pas être la même. Donc la démarche d'analyse qualitative va, enfin ce que je prévois, mais qu'il faut que je creuse encore, ça va être de regarder ça dans différents contextes. Donc avec, en plus moi j'ai 11-18 ans, donc c'est une tranche d'âge très très large, pour faire émerger justement les variables qui sont vraiment importantes et qui ont un impact par rapport à cette démarche-là d'évaluation de l'information. Pour résumer, en fait, selon le contexte dans lequel ils sont à la recherche d'une information, les jeunes, le panel de jeunes que vous avez étudié, ne va pas forcément chercher à valider l'info. Oui. Si c'est dans le cadre du divertissement ou si c'est personnel, ils vont se contenter de l'information qui arrive de manière un peu passive. Par contre, si c'est pour l'école ou un sujet qui les passionne, là, ils vont engager une démarche... C'est exactement ça, une démarche qui va consister en de la validation croisée ou de la validation avec des sources connues ou de la validation par l'entourage ou de la validation par signaux sociaux. J'en suis là à peu près au niveau de mes premiers résultats. J'imagine qu'on peut faire une grande différence entre les jeunes de 11 ans et les jeunes de 18 ans. Oui. Est-ce que vous avez peut-être, l'un de vous trois, des éléments là-dessus à 18 ans, on est quand même déjà un jeune adulte, on réagit peut-être pas pareil. Oui, moi j'avais procédé à une analyse comparative par rapport à ça. Et donc effectivement, on voit... ça converge, il y a plusieurs études qui convergent sur ça, qu'il y a une maturité finalement qui s'installe et que, en moyenne, les jeunes on développe des critères beaucoup plus analytiques avec l'âge. Ils sont beaucoup moins naïfs à 18 ans qu'à 11 ans. Donc ça confirme, je dirais, l'intuition que l'on peut avoir, effectivement. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré ça, il y a quand même une forte hétérogénéité si on prend les jeunes de 18 ans. Ils progressent pas tous au même niveau. Et est-ce que le risque aussi à vouloir absolument développer l'esprit critique en permanence, c'est pas qu'on ait des jeunes de 11 ans qui finalement croient un peu tout ce qu'on leur dit, mais des jeunes de 18 ans qui croient plus rien de ce qu'on leur dit? Oui, alors ça, il y a les deux écueils en quelque sorte de l'esprit critique. Ça serait, pour reprendre les expressions de Franck, des hyper dogmatistes, où on serait effectivement uniquement sur les sources d'autorité, et à l'inverse des hyper relativistes. Donc effectivement, ça c'est quelque chose. On navigue un petit peu entre ces deux eaux quand on fait de l'éducation aux médias, à l'information, parce que l'esprit critique, c'est en même temps se questionner la connaissance, mais c'est aussi le faire de manière, je reprends le terme, rationnelle. Donc c'est aussi admettre qu'il y a des savoirs qui sont communément admis, sur lesquels il y a un consensus. Sinon, on se retrouve effectivement avec des climato-sceptiques, etc. Cécile, vous disiez, ça existe déjà, en fait, les jeunes qui ne croient absolument plus rien de ce qu'on voudrait leur... Ils sont dans une défiance... pour certains, il y a une très grande hétérogénéité, c'est pour ça que c'est très difficile de donner des grandes... Mais pour certains, il y en a qui sont dans une très très grande défiance, et pour d'autres, effectivement, et les plus jeunes, souvent, ils sont dans une très grande naïveté. Donc, c'est bien pour ça que... Enfin, ma recherche, moi, je l'ai faite sur les 11-18 ans, alors que c'est pas évident d'avoir les mêmes critères et les mêmes... leur poser les mêmes questions par rapport à cette différence d'âge, parce que c'est intéressant de voir l'évolution et de voir ce qui émerge. Ce qui émerge quand même comme facteur important, c'est la notion, et Gilles en a parlé tout à l'heure, c'est la limitation du coût cognitif, c'est le ratio bénéfice-coût. Et c'est lié justement, ça se rapproche de, selon le type d'information, ils vont avoir un esprit critique, ils vont mettre en mouvement leur esprit critique ou pas. Parce que quand ils cherchent des informations culturelles, celles qu'ils cherchent le plus sur YouTube, c'est à hauteur de plus de 80% pour des infos culturelles, mais ils cherchent aussi des informations scolaires. Et donc là, on a les deux pendants. Pour les informations de divertissement, musique, culture, vidéo, ils ne vont pas du tout vérifier, pas entreprendre de vérification. Et pour les informations scolaires, ça, oui, ils vérifient. Donc, on voit bien que c'est ce facteur-là qui est présent. Et l'impact des signaux sociaux. Comme moi, j'ai relevé pas mal de verbatim, dont un qui est quand même intéressant, d'un élève de seconde, je crois, ou première, je ne sais plus, qui dit ce que je vous ai formulé vite fait tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, alors, il vérifie en recoupant avec d'autres sites, quels que soient les autres sites. Après, il s'appuie sur son entourage. Et puis, quand il se sent démuni, que personne ne sait, c'est là où il regarde les commentaires. Donc, on voit bien que là, du coup, il y a la notion
d'autorité réputationnelle qui arrive et qui est vraiment propre à ce type de plateforme numérique. Mais je suis presque étonnée que ça arrive en 3e position, en fait. J'aurais pensé que les commentaires, c'était la première chose qu'on regardait avant même d'aller demander à ses parents ou d'aller voir un autre site internet. Par rapport à mon quanti actuel, et puis ça se confirme, non, c'est pas la première chose. Non, c'est vérifier, validation croisée, c'est-à-dire je vais sur plusieurs sites voir s'ils disent la même chose. Ça, c'est le premier. Et la validation par l'entourage, et après, il vient l'impact des commentaires. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est très important à l'heure actuelle de faire de l'éducation à l'information et aux médias. C'est une question qui est d'actualité parce qu'on entend beaucoup parler de fake news, de théories du complot, etc. Pourtant, on nous a aussi beaucoup parlé des digital natives, ces jeunes qui sont nés avec des écrans entre les mains. Finalement, on a eu trop confiance, on a pensé qu'ils y arriveraient tout seuls et on se rend compte qu'en fait, non. En fait, les digital natives, c'est des compétences manipulatoires qu'ils peuvent avoir par essai-erreur devant des plateformes numériques. Ils peuvent développer d'autres compétences aussi, mais ce qu'il en est, c'est qu'ils ne raccrochent pas leurs compétences manipulatoires à quelque chose de théorique. Donc, ils ont du mal à transférer sur d'autres dispositifs. Donc, en fait, alors il y a ça d'une part. Et puis d'autre part, quand les adultes projettent sur eux cette notion de digital natives, ils se sentent très très mal à l'aise avec ça, parce que ceux qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, et il y en a plein des élèves qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, c'est les écrits d'Anne Cordier qui ont révélé tout ça aussi, et eh bien ils n'osent pas demander aux adultes, parce que les adultes disent mais toi tu es un digital natif, tu dois savoir faire. Donc à partir de là, non, effectivement, c'est pour ça qu'on parle, enfin c'est Esther Argitay qui a formulé le terme digital naïf, plus que digital natif, qui voulait dévoiler ce trait-là. Quand on est devant des vidéos, est-ce qu'il y a des indices qui peuvent nous aiguiller sur la confiance qu'on peut avoir dans cette vidéo ou pas, ou voilà, est-ce qu'il y a des caractéristiques d'une vidéo fiable ou d'une vidéo non fiable? Alors, si c'est une vidéo d'une personne qui parle, il y a quelque chose qui est important, c'est la confiance qu'a la personne en elle-même, ce qu'elle affiche comme confiance, et le fait et la confiance dans ses propos. Et plus une personne a confiance et moins elle doute visiblement, plus ça rejaillira sur la crédibilité du propos. Donc on a tendance à confondre en fait la confiance en soi et la crédibilité de l'information. Bon, ça c'est quelque chose un petit peu psychologique. Je sais aussi, par exemple, qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on peut trouver sur des chaînes YouTube qui affichent volontairement des titres extrêmement criards et des couleurs aussi extrêmement criardes, du type on va vous révéler tout ce que les médias vous cachent, ou on va vous parler d'un secret mondialement secret. Et nous, on sait aussi en tant que journaliste que c'est vers ce type de vidéos que se tournent énormément les jeunes, alors que justement, ce sont des indices qui devraient nous alerter. Oui, alors ça c'est un peu la rhétorique du dévoilement, donc on retrouve dans les discours complotistes. Bon, ça je te laisse parler peut-être dessus. Oui, non, mais c'est ce que tu dis. Je dirais qu'on le retrouve chez les journalistes aussi. Je vais te provoquer 2 secondes, mais les discours, les titres un peu racoleurs, des fois, ça dépend des médias, on est d'accord. Mais on peut retrouver ce genre de discours aussi. En fait, on s'aperçoit qu'on est exposé à ça même dans des journaux. Donc ça peut être difficile pour des élèves de faire la part des choses, justement, à un moment donné, parce qu'on est habitué à ce genre de rhétorique. Et après, pour revenir sur le digital native, justement, on le dit avec ça, c'est ce que tu as dit, c'est qu'il y a une variabilité très importante. Et ce que montrent les travaux, c'est qu'ils sont bons pour utiliser en surface les technologies. C'est-à-dire qu'en gros, quand il faut produire de l'information, la structurer, être critique, ils ne sont pas meilleurs que n'importe qui. Et finalement, là où ils sont bons aussi, c'est qu'ils n'ont pas peur d'essayer de nouvelles choses dans les technologies par rapport à d'autres générations. Mais ils n'ont pas de compétences par ailleurs meilleures que n'importe qui pour traiter l'information. Et c'est pas parce que je passe ma vie sur Facebook, sur Wikipédia et des blogs, etc., que je sais mieux critiquer l'information que quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur Internet. Donc on le voit après, l'outil ne fait pas la compétence, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut former aux médias et il faut former aux sources d'information. Et on s'aperçoit que traiter les sources d'information, il ne suffit pas de le décréter. Il faut avoir des connaissances et des compétences qui nous permettent d'évaluer ces sources d'information. Je vous prends l'exemple de la psycho. Je m'occupais de mes étudiants de première année et je les formais à la recherche d'informations sur Internet, justement, et à la sélection de l'information en fonction des sources, etc. Vous seriez surpris de voir ce que des étudiants de 19-20 ans,
choisissent comme source d'information pour un devoir académique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils découvrent la psycho et ils ont une très mauvaise représentation des sources fiables académiques. Donc en fait, ils n'ont pas les moyens, au niveau des connaissances, pour faire les évaluations des sources. Donc il suffit pas de dire attention, il faut aussi former, mais ça dépend des secteurs, il faut former aussi à ces critères-là, quoi. Oui, Cécile. Ouais, là-dessus, je veux rebondir parce qu'en plus, YouTube rajoute de la complexité à la complexité, puisqu'on peut le considérer comme un métamédia, c'est-à-dire un seul canal qui délivre tout type d'informations, alors que jusqu'alors, les jeunes, puisque c'est la population qui me concerne, pouvaient arriver au moins à repérer ça, par rapport aux ressources imprimées. Ça, c'est plutôt du documentaire, ça, c'est plutôt de la fiction, ça, c'est à la rigueur de la docu-fiction. Bon. Là, maintenant, ils ont du divertissement, ils ont de l'académique, ils ont du médiatique. Tout est mélangé. Donc, c'est à eux de tout reconstruire a posteriori. Et s'ils n'ont pas les connaissances, ils ne peuvent pas avoir, et personne ne peut avoir toutes les connaissances, ils ne sont pas outillés pour mener une démarche pertinente. Mais du coup, ces connaissances viennent, j'imagine, avec l'expérience et avec la culture et donc avec l'âge. C'est quand même difficile à 11 ans d'avoir tout ça. Non, je pense que ce qu'il faut retenir, enfin, bon, après, voilà, c'est mon point de vue, c'est plutôt enseigner la complexité, le questionnement, et qu'il n'y a pas des réponses. Alors, c'est complètement paradoxal avec l'univers du numérique qui est binaire en soi, par les 0,1, mais tout est calcul, alors qu'il faut justement arriver à enseigner cette complexité de questionnement, qu'on n'a pas une réponse par oui ou par non, mais qu'il y a toute une palette de nuances. Ouais, et si je peux rajouter, je pense qu'il faut former aux sciences et à la validité de l'information. Et je pense qu'on est très mal formé encore actuellement à la validité de l'information. C'est-à-dire que je trouve une source scientifique, par exemple, qui me dit que l'homéopathie, c'est formidable, ça marche super bien. J'adhère, sauf que si je regarde des méta-analyses, des gens qui font des études sur les ensembles des études et qui remoulinent tout ça, les conclusions, c'est que l'homéopathie n'aurait pas d'effet autre qu'un placebo. Qui je crois ? Dans les deux cas, j'ai un scientifique qui m'a dit quelque chose. En fait, il faut s'intéresser aux méthodes qu'il y a derrière qui permettent de valider ou pas la connaissance. En tout cas, atteindre un certain niveau de validation. On n'est jamais sur du 100%, bien sûr. Et ça, je pense qu'on est très mal formé. Oui, parce que sur ce débat de l'homéopathie, qui est un peu, qui est un bon exemple, en fait, même en tant qu'adulte, on a beaucoup de mal à prendre position parfois parce qu'on ne sait pas quelles sont les bonnes sources et effectivement qui croire. Justement, la question de qui croire au final. Gilles Sahu, vous dites que Aristote l'a posé déjà dans d'autres termes. Est-ce qu'on croit le peuple ou est-ce qu'on croit les experts ? Finalement, est-ce que c'est un peu pareil aujourd'hui ? Oui, alors Aristote disait finalement, il faisait un constat, il disait des fois on croit l'opinion commune, la doxa. Alors parfois la majorité. C'est pas tout à fait quand il n'y a pas de consensus. Et puis parfois on croit les sages, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les experts. Ou parfois, quand les sages sont pas d'accord, on peut croire les plus sages parmi les sages, en quelque sorte. Voilà. Et donc effectivement, ça se retrouve aujourd'hui. On le voit. Est-ce que j'accorde ma confiance parce qu'il y a un nombre de vues très important sur une vidéo, ou c'est parce que c'est un expert qui parle? Mais quand les experts sont pas d'accord, comment je procède, pour l'exemple de l'homéopathie? Donc on voit que ça s'est complexifié quand même, parce que du fait du nombre de sources qu'on a et de la diversité des sources qu'on a sous la main. Et de la disponibilité des sources, puisque la plupart de tous ces contenus sont accessibles gratuitement, facilement. Oui, facilement, bien sûr. Et donc, elles sont sur le même plan. C'est-à-dire qu'on n'a pas des indices, forcément des indices matériels qui sautent aux yeux et qui vont nous permettre d'identifier le degré, on va dire, d'autorité de la source. Voilà. C'est vrai que des fois, ce serait plus pratique qu'on ait une autorité officielle qui nous dise ça c'est juste et ça c'est faux. Ça nous éviterait bien des nœuds dans le cerveau. En même temps, ce serait peut-être dramatique d'en arriver là. On a compris à travers vos travaux que la question de la confiance est complexe, qu'elle passe par beaucoup de biais différents. Merci beaucoup de votre attention et merci à nos 3 invités.